Merci d'être présent pour ce webinaire. Nous allons aujourd'hui vous faire une présentation de K2, qui est une plateforme qui permet de mettre en place rapidement des applications sans avoir à faire de développement spécifique. Donc je me présente, je suis Jean Cadeau, je suis directeur technique de K2 en France et je suis accompagné aujourd'hui de Thibaut Reyland de la société Titanium. Bonjour à tous. Voilà, bonjour Thibaut. Et donc aujourd'hui pour l'agenda, attendez, hop, voilà. Donc aujourd'hui pour l'agenda, je vais laisser la parole à Thibaut pendant 5 minutes qui va vous présenter sa société. Ensuite, je vous présenterai rapidement K2, puis on passera à une démonstration avant de passer à une séance de questions-réponses. Vous avez sur la partie inférieure en fait de la console GoToWebinar un outil qui vous permet de poser des questions si vous le souhaitez. Donc vous pouvez poser les questions au fur et à mesure de la présentation et puis on essaiera de toutes les traiter à la fin de la présentation. J'espère que ça vous va. Sachez que cette présentation, si tout se passe bien, est enregistrée et que donc vous pourrez la revisionner ou la montrer à des collègues si vous le souhaitez. Donc je vais laisser la parole à Thibaut qui va nous présenter sa société qui est partenaire de K2. Thibaut, à toi. Donc, bonjour à tous, Thibaut Reyland, je suis le responsable du pôle collaboratif chez Titanium. Donc Titanium, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est une société de conseil en informatique. Nous sommes basés à Strasbourg, où se trouve le siège, mais également à Paris. Aujourd'hui, nous sommes positionnés sur deux grandes thématiques principales, qui sont l'intégration de solutions collaboratives Microsoft, donc principalement SharePoint et Office 365, et nous travaillons également sur les sujets d'intégration de solutions CRM. Alors, nous avons un partenariat très important avec K2, puisque les sujets de dématérialisation des processus métiers sont totalement inhérents au projet que nous réalisons dans le domaine de la relation client ou de la collaboration en entreprise. Donc, vous avez quelques chiffres à l'écran. On est une structure à taille humaine, hyper spécialisée dans nos domaines respectifs. Donc, tu peux passer à la slide suivante, si tu veux bien. Titanium, c'est une société orientée conseil avant tout. Donc aujourd'hui, on a la capacité d'accompagner nos clients sur la totalité des scopes de leur projet, à savoir de la définition du besoin en incluant la partie stratégique et l'expression du besoin, jusqu'à la réalisation, notamment au forfait, qui est notre grande spécialité aujourd'hui. Et enfin, tout ce qui est transfert de compétences, support et accompagnement à la mise en production et après la mise en production des projets. Aller à la slide suivante, si tu veux bien. Et par rapport à nos activités, nos projets, aujourd'hui, nous avons une activité qui est répartie à peu près à 50% entre le secteur privé et le secteur public, avec quelques exemples que vous avez à l'écran. Nos clients étant principalement des structures avec plus de 500 collaborateurs et des environnements collaboratifs qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, comme c'est le cas par exemple chez Forexa, que nous accompagnons globalement sur les sujets collaboratifs avec 124 000 collaborateurs au sein du groupe. Et tu peux passer à la suite, Jean, et je te redonne la parole. Merci Thibaut. Donc, excusez-moi, une présentation rapide de K2. Donc tout d'abord, la société K2 qui on est. Donc K2 est un éditeur de logiciels dont le siège social est aux États-Unis, à Redmond, à proximité du campus Microsoft.
parce que K2 est un produit qui s'intègre très très bien dans les environnements Microsoft et qui est construit sur les environnements Microsoft. C'est un produit qui s'appuie sur le framework .NET, qui a besoin d'une base de données SQL Server et d'un Windows Server pour fonctionner. Donc K2 est représenté dans le monde au travers d'une petite vingtaine de bureaux. Aujourd'hui, dans le monde, c'est plus de 3500 clients qui sont répartis dans plus de 84 pays. Et en fait, on adresse tous les secteurs d'activité. K2, c'est pas un produit qui est dédié au secteur public ou au télécom ou au secteur de la banque. C'est un produit qui peut convenir à n'importe quelle organisation, du moment que cette organisation veut mettre en place rapidement des applications dans son entreprise. Donc c'est un produit et une entreprise qui évolue vite, puisqu'on a aujourd'hui plus de 30% de croissance annuelle. Donc qu'est-ce qu'on propose à nos clients? Donc K2, si on doit simplifier, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui est composée de trois briques principales, qu'on aperçoit sur les slides ici. J'espère que vous voyez mon curseur. Donc la première brique, c'est la brique workflow, c'est-à-dire qu'on fournit à nos clients des outils qui vont permettre de dessiner leur processus, de définir les différentes règles d'enchaînement qu'il peut y avoir entre les étapes, de définir les règles de surveillance qu'il va y avoir au niveau de chacune des étapes. Cette étape-là, par exemple, elle doit être terminée avant telle date ou en moins de 2 jours. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, on va véritablement dessiner et paramétrer ce qui se passe au niveau de chacune des étapes. Et une fois que ça c'est fait, on va déployer ça sur le serveur K2 et il va y avoir un moteur d'exécution qui va s'occuper d'adresser les tâches aux personnes qui sont concernées, de surveiller les temps de traitement, de conserver une piste d'audit qui va pouvoir être présentée aux utilisateurs. Ensuite, pour pouvoir faire avancer nos processus, K2 propose un outil qui va permettre de créer des interfaces utilisateurs. Donc c'est la partie formulaire qu'on aperçoit à peu près au centre du schéma ici. Et donc on fournit aux concepteurs chez nos clients la possibilité de créer des formulaires et donc en faisant du glisser-déposer, dire là je voudrais une liste déroulante, là je voudrais voir des boutons radio, là je voudrais pouvoir télécharger un document. On va pouvoir paramétrer des règles d'interaction avec l'utilisateur. Donc par exemple, quand mon utilisateur sélectionne un élément dans une liste déroulante, ça fait apparaître un autre groupe de champs, ça cache des champs, ça rend obligatoire autre chose, ça exécute un web service pour afficher le résultat, etc., etc. Donc toutes ces choses se paramètrent, il n'y a pas de code à écrire pour faire ça. Et une fois qu'on a créé ces interfaces, on va pouvoir les rattacher facilement aux différentes étapes du processus pour dire à cette étape du processus, c'est tel formulaire qui s'affiche, à telle autre étape, c'est tel autre formulaire, etc., etc. Ensuite, la troisième brique, c'est la brique connecteur. Alors c'est une brique qui va servir à la fois dans la partie workflow et dans la partie formulaire, mais c'est une brique qui va permettre à K2 d'aller chercher et mettre à jour de l'information dans le système d'information. Un workflow et des formulaires sont rarement autonomes dans votre organisation. On va avoir besoin d'aller chercher des choses, des informations déjà existantes. Donc par exemple, dans un formulaire, on parlait d'une liste déroulante. Si on veut une liste déroulante qui affiche la liste de mes clients, je vais avoir un connecteur K2 qui va pouvoir aller requêter en fait votre outil de CRM pour remonter cette information au niveau du formulaire. Et puis dans les workflows, souvent, on va être plus dans de la mise à jour. Donc on va pouvoir dire, une fois qu'on a traité telle et telle étape du processus, alors je voudrais mettre à jour une base de données, mettre à jour mon outil de CRM, mettre à jour mon système comptable. Et donc, grâce au connecteur K2, je vais pouvoir paramétrer ça à l'intérieur de mes workflows et à l'intérieur de mes formulaires, toujours sans avoir à écrire de code. On va retrouver sur la partie gauche du schéma la liste des connecteurs que K2 fournit en standard et qui vont permettre en fait
dans ces applications K2 d'adresser ces outils-là. Donc de par notre positionnement avec Microsoft, on propose des connecteurs pour l'ensemble des produits du monde Microsoft. Donc que ce soit dans les versions on-premises ou dans les versions online des produits. Donc on va parler de SharePoint, de Dynamics CRM, d'Exchange, de l'Active Directory, d'SQL Server. Et donc on va pouvoir adresser, par exemple, dans un formulaire, dire je voudrais afficher le contenu d'une table SQL Server, je voudrais afficher la liste des utilisateurs qui font partie de tel OU dans mon annuaire, je voudrais afficher la liste des documents qui sont disponibles dans cette bibliothèque SharePoint. Ensuite, comme les organisations 100% Microsoft, il n'y en a pas tant que ça, K2 s'ouvre aussi à des mondes autres et propose des connecteurs pour, par exemple, pour base de données Oracle, pour Salesforce par exemple, comme outil de CRM, pour SAP, pour DocuSign pour la signature électronique. On représente avec le groupe d'icônes REST, SOAP, OData, ici notre connecteur générique qui est un connecteur web service qui va permettre d'adresser n'importe quel outil qui expose ses fonctionnalités sous forme de web service en mode SOAP, en mode REST ou en mode OData. Nos clients ont la possibilité de créer leur propre connecteur. Alors là, pour le coup, quand je veux créer un connecteur et donc étendre la plateforme K2, je vais avoir besoin d'écrire du code, mais une fois que ce code est écrit, que ce connecteur est créé, il va pouvoir être utilisé dans les outils K2 sans avoir de code à réécrire à nouveau. Et puis, grâce à cette possibilité d'extension, on a des partenaires technologiques qui ont créé des connecteurs pour leurs outils avec notre plateforme. Donc, par exemple, Knowledge Lake qui permet de faire de la numérisation de documents, Digitaleo qui est une plateforme qui permet d'envoyer des SMS, etc., etc. Sur la partie droite, donc on passe de l'autre côté du slide, on retrouve les outils, les terminaux au travers desquels vos utilisateurs vont pouvoir faire avancer, participer aux applications K2. Donc depuis son terminal bureautique standard, pas de souci, mais aussi depuis terminaux mobiles, donc depuis des tablettes ou depuis des smartphones. Au travers de notre application mobile, on va pouvoir donc retrouver sa liste des tâches à faire, la liste des applications sur lesquelles on peut intervenir. Donc voilà la boîte à outils que K2 propose, qui va vous permettre donc, sans avoir à écrire une ligne de code, de construire vos propres applications. Maintenant, on se rend compte que chez nos clients, ça arrive assez régulièrement de retrouver des sujets un petit peu identiques. Donc, par exemple, des demandes de congés, des demandes de voyage, des demandes de remboursement de notes de frais, toutes ces applications un petit peu support dont tout le monde peut avoir besoin. Et K2 propose ce qu'on appelle des Smart Starters. Ce sont des applications déjà faites avec K2 que nos clients peuvent télécharger sur notre site et qui vont pouvoir installer sur la plateforme K2. Après, on va pouvoir les utiliser telles qu'elles sont fournies par K2, si ça correspond tout à fait à notre besoin, on va pouvoir les adapter et les modifier pour qu'elles correspondent exactement à votre façon de travailler. Donc aujourd'hui, des Smart Starters, il y en a 25. Si vous êtes intéressé, on pourra vous envoyer la liste ou vous rediriger vers des articles K2 qui parlent de chacune de ces applications. Donc, que mettent en place nos clients avec K2? Donc là, vous avez une liste non exhaustive d'applications qui ont été mises en place par certains de nos clients en France, donc dans différents domaines, dans le domaine des RH, de la finance, de la logistique. Ce qu'on ne voit pas ici sont les applications qu'on va appeler les applications métiers, qui vont dépendre, elles, du métier de notre client. Et comme exemple qu'on peut citer, qui va parler à tout le monde, on a des clients dans le domaine bancaire qui ont mis en place, donc pour la banque privée, des applications qui vont permettre de gérer ces demandes de découvert, demandes de prêt, quand on notifie qu'on a perdu sa carte bancaire, des choses comme ça. Donc voilà, les domaines d'application sont vraiment illimités, puisque toute application dans une entreprise va être composé de workflows et de formulaires.
un slide sur quelques-unes de nos références en France. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais ce qui est important ici, c'est de se rendre compte que K2 n'est pas dédié à une typologie d'organisation. C'est pas fait uniquement pour les entreprises, pour les banques, ou c'est pas fait uniquement pour les énormes entreprises. Ça marche aussi bien pour des petites structures que pour des grandes structures et dans tout domaine d'activité. Ce que je vous propose à présent, c'est de mettre tout ça en image et donc de vous faire une démonstration de la plateforme K2. Hop. Alors, je suis connecté sur mon environnement de démonstration. Alors je vais fermer ça, c'est mon outil de conception de processus. Voilà. Donc là, je suis connecté sur mon environnement de démonstration. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous montrer ce que ça peut donner pour un utilisateur final de participer à une application faite avec K2. Et puis après, on verra comment ça a été mis en place. Donc quand on montre des applications d'un point de vue utilisateur final, on a besoin de se connecter avec des comptes utilisateurs différents pour montrer qu'en fonction de son profil, on ne voit pas forcément la même chose. Donc, par défaut, K2 fait de l'authentification intégrée Windows, ça veut dire que vos utilisateurs sont automatiquement reconnus, ils n'ont pas besoin de saisir leur login et leur mot de passe, c'est très pratique. En production, ça l'est un tout petit peu moins en démonstration, donc pour fluidifier la démonstration, j'ai une barre d'utilisateur, enfin une barre ici, d'outils qui va me permettre de lancer mon navigateur avec les informations de connexion de chacun de mes utilisateurs. Donc je peux lancer mon navigateur ou lancer mon Outlook. Donc je vais me connecter avec Jean du bureau français et j'arrive sur la page d'accueil de ma plateforme de démonstration. Sur cette page d'accueil, elle est faite avec la technologie de formulaire K2. Donc tout ce que vous allez voir là, ça a été fait sans avoir à écrire de code, puisque ça a été fait avec les formulaires K2. Donc je vois la liste des démonstrations qui sont disponibles sur ma plateforme. Le formulaire peut potentiellement être multilingue si on le souhaite. Donc là, il a été paramétré pour s'afficher en 2 langues, en français et en anglais. Donc je peux cliquer sur les drapeaux pour passer d'une langue à l'autre. Ensuite, donc, je vois la liste des démos qui sont disponibles et je vais aller sur une démo qui va permettre de gérer l'arrivée d'un collaborateur. Donc je clique sur la ligne et j'arrive sur la page d'accueil de ma démonstration gestion des entrées de collaborateurs. Je retrouve mon bandeau de titres tout en haut avec la possibilité de passer d'une langue à l'autre. En dessous, je vois les actions qui me sont accordées. Donc je suis connecté en tant que Jean et en tant que Jean, j'ai le droit de demander l'arrivée d'un nouveau collaborateur, attribuer des droits à un collaborateur existant ou accéder à la partie reporting. En dessous, je vois la liste des tâches que j'ai à faire, tout workflow confondu. Non, pas tout workflow confondu, sur le workflow, gestion des entrées de collaborateurs et d'attribution des droits. Et puis, encore en dessous, je vois la liste des demandes sur lesquelles j'étais au droit de visualisation, qui ont été faites, et leur statut. Donc je vois que la dernière demande sur laquelle j'ai des droits, c'est la demande numéro 59 pour l'arrivée de Young au service juridique et qui est à l'étape renseignement des informations du compte Active Directory. Donc moi je voudrais paramétrer l'arrivée d'une nouvelle personne. Donc je vais cliquer sur nouveau collaborateur ici et ça va me charger le formulaire qui va me permettre de saisir une demande. Donc là c'est un formulaire simplifié par rapport à une vraie demande pour que ce soit pas trop long à remplir et donc je vais paramétrer l'arrivée de Joseph D, je vais mettre une date de naissance ici, donc j'ai un calendrier, pardon, hop, donc on va naviguer dans les années. Hop, on va mettre le 16 mai 1985. Ensuite, je vais choisir un contrat. Donc là, j'ai la liste des contrats qui sont disponibles. Donc, je vais prendre un contrat en CDI. Et puis le service. Donc là, je vais pouvoir choisir les services parmi la liste des services qui sont disponibles. Donc, dès que je tape une lettre, en fait, ça réduit les services disponibles. Donc, je vais prendre service informatique et puis je vais mettre consultant.
Ensuite, une date d'arrivée. Donc, on va dire au 2 janvier. Et puis, je peux mettre un commentaire de saisie. Bon, j'ai le droit de faire des fautes d'orthographe ou de frappe, ça va passer aussi. Et puis, je peux attacher une pièce jointe si je le souhaite. Donc, le contenu du formulaire qu'on voit ici, ça a été décidé par la personne qui a fait la conception suite, on va dire, à un cahier des charges. Une fois que j'ai rempli mon formulaire, je peux cliquer sur le bouton soumettre et ça déclenche le processus qui va donc maintenant vivre sa vie. Donc la demande que j'ai faite, c'est la demande numéro 30 060. Je clique sur OK. Je reviens sur ma page d'accueil et sur ma page d'accueil, je n'ai pas de nouvelles tâches à traiter. En revanche, dans la liste des demandes que j'ai faites, je retrouve la demande qui concerne Joseph au poste de consultant pour le service informatique. Et je vois que cette demande, elle est au statut validation responsable. Je peux cliquer sur le lien qui est ici pour voir un petit peu plus précisément ce que ça veut dire validation responsable. Et je retrouve la modélisation workflow qui a été faite avec des codes couleurs, les étapes par lesquelles on est passé. Donc en vert les endroits par lesquels on est passé, en bleu l'endroit où on est actuellement, ou les endroits quand la demande a été parallélisée. Donc on est sur l'étape validation des infos par le responsable du service, et quand on clique dessus, on voit que cette étape-là, elle est en cours depuis 44 secondes, et qu'elle est à traiter par Nicolas. Nicolas étant le responsable du service informatique. C'est du temps réel, les 44 secondes se transforment en 59 quand on rouvre la page. Donc je vais laisser cette fenêtre ouverte, et puis je vais me connecter avec le compte de Nicolas. Donc je vais lancer son navigateur et son Outlook. Donc on va laisser tout ça charger. Donc sur ma page d'accueil, je choisis l'entrée des collaborateurs. Et quand je regarde la page ici, je vois que j'ai des tâches à faire, mais j'ai pas tout à fait les mêmes tâches que celles que Jean avait, et je retrouve effectivement une tâche qui concerne l'arrivée de Joseph. En parallèle de ça, si je regarde mes emails, je vois que aujourd'hui, j'ai reçu à 11h55, donc il y a une minute à peu près, j'ai reçu un mail qui me disait bonjour Nicolas, vous devez valider les informations pour l'entrée de Joseph D. Vous pouvez retrouver le détail de cette demande en cliquant ici, et puis je peux aussi effectuer ma tâche par mail. Donc ça c'est une possibilité qui est offerte avec Exchange. On a la possibilité en fait de répondre à l'email pour faire avancer le processus. Et donc on me dit les choses que j'ai le droit de répondre. Donc ça permet pour des besoins simples de pas forcément avoir besoin d'ouvrir le formulaire. Donc le principe c'est ça, c'est je réponds à l'email, je mets du texte. Ici, j'envoie. K2 va recevoir, le serveur K2 va recevoir le message, va regarder ce que j'ai écrit, et si ce que j'ai écrit, ça correspond à quelque chose qui est attendu, donc là qui est égal à valider ou à refuser, alors K2 va prendre le chemin correspondant. Si en revanche je me suis trompé dans ce que j'ai écrit, K2 va me répondre pour me dire vous m'avez répondu ça, mais vous n'avez pas le droit de me répondre ça, vous avez le droit de me répondre que ça ou ça. Donc je devrais recevoir d'ici peu un nouvel email. Voilà, pour me dire que l'action que j'ai faite n'a pas été exécutée. J'ai répondu du texte alors que j'ai le droit de mettre que ces termes-là. En parallèle, j'ai reçu un autre mail pour une relance, pour me dire que sur le dossier numéro 60, pour Joseph D, il faut que je me dépêche. Pourquoi parce que K2 surveille les temps de traitement, donc là on a mis une alerte qui se déclenche au bout de 3 minutes, donc pour avoir le temps de l'avoir dans les démonstrations, mais donc là c'est pour rappeler à la personne qu'il faut qu'elle se dépêche. Bon, 3 minutes c'est pas beaucoup, mais dans la vraie vie on pourrait mettre des jours ou se baser sur une date dépendante de la date d'arrivée. Donc Joseph doit arriver le 2 janvier, donc on pourrait dire 5 jours avant le 2 janvier. Si la demande n'est pas validée, alors on envoie des emails de rappel. Donc ici, j'ai toujours ma tâche à traiter en tant que Nicolas. Donc sur mon interface ici,
je peux me paramétrer absent, je peux faire des recherches, des filtres, de la multisélection, je peux ouvrir un menu contextuel pour accéder au suivi graphique, pour mettre ma demande en attente, pour la partager avec quelqu'un d'autre, pour la rediriger vers quelqu'un d'autre, et puis si je veux tout simplement la traiter, je peux ouvrir le formulaire. Ça me charge mon formulaire où je retrouve les informations qui ont été saisies par mon prédécesseur et j'ai des informations supplémentaires, donc comme des informations sur l'état du processus, son identifiant, le demandeur, son statut, la date à laquelle il a été démarré, depuis combien de temps il est en cours. J'ai accès au suivi graphique ici. En dessous, je peux mettre mes commentaires, je peux mettre mes pièces jointes et je retrouve l'historique des commentaires qui ont été saisis, l'historique des pièces jointes qui ont été rajoutées et l'historique des activités par lesquelles on est passé. Et donc, je vais pouvoir prendre une décision, valider, refuser, annuler. Et si je valide, je vais choisir les applications sur lesquelles on va devoir donner des droits à Joseph. Donc, on va dire que Joseph aura le droit d'accéder à l'application K2 et au SIRH. Je vais mettre mon commentaire ici, OK pour moi. Et puis, j'ai pas besoin de mettre de pièce jointe. Et donc, je valide ma tâche et donc on va passer à la suite. C'est-à-dire que la tâche disparaît de ma liste des tâches en tant que Nicolas. Et si je retourne sur le suivi graphique qu'on avait tout à l'heure, ici on va voir les couleurs qui vont évoluer. On va passer de l'étape validation à l'étape spécification des informations du compte. Si on avait refusé la demande, on aurait pris le chemin information supplémentaire. Donc voilà, le schéma s'est mis à jour et on est sur l'étape référent pour les référents informatiques depuis maintenant 32 secondes et cette étape a été envoyée à Chad et à Jason. J'ai accès ici à des statistiques propres à ma demande, donc je vois combien de temps on a passé sur chacune des étapes qui composent le processus. Donc pour le moment, on voit que l'étape qui a pris le plus de temps, c'est l'étape validation des informations qui a pris 5 minutes, et on voit que le schéma se met à jour puisque le dossier est en cours. Donc l'étape qui s'appelle spécification des informations du compte va prendre de plus en plus de temps. J'ai accès aux commentaires qui ont été saisis et aux pièces jointes qui ont été attachées. Donc là, si je me connecte avec Chad ou Jason du service opération et que je vais sur mon appli, je dois avoir une nouvelle tâche qui concerne les spécifications du compte pour l'arrivée de Joseph. Donc à nouveau, je peux ouvrir le formulaire, je retrouve les informations qui ont été saisies par mes prédécesseurs, je vois le détail du processus et moi, ma tâche consiste juste à attribuer un login à la personne. Et donc là, je peux saisir un login et si je mets un login qui est déjà existant dans l'annuaire de mon organisation, alors il y a une intégration avec l'annuaire et on me remonte l'information comme quoi on ne peut pas donner ce login-là. Donc je vais dire Joseph, voilà. Bon, ça marche comme ça marche aussi comme ça. Je peux choisir le mot de passe que je vais saisir ou laisser le mot de passe par défaut, puis j'ai accès aux commentaires qui ont été saisis. Là, je vais mettre compte créé. Voilà, je clique sur valider et on va passer à l'étape suivante et on va pouvoir, comme tout à l'heure, surveiller ça au niveau du suivi graphique. Donc je regarde le suivi graphique et donc ce qui va se passer, c'est qu'une fois que l'étape spécification des informations du compte sera faite, on va passer sur l'étape création du compte et la K2 va aller créer dans l'annuaire le compte de Joseph et une fois, donc là c'est en cours, et une fois que ce sera fait, on ira en parallèle sur les attributions des droits et les attributions générales. Donc je pense que vous avez compris le principe du workflow. Donc je vais pas faire toutes les tâches. Je reviens sur ma page d'accueil ici en tant que Jean. Si j'actualise la page, je vois que la demande qui concerne Joseph, elle n'est plus au statut validation responsable, mais elle est au statut attribution en cours. Et puis j'ai accès à des statistiques sur les demandes qui sont en cours,
enfin même celles qui sont terminées d'ailleurs. Donc je vois les statistiques, enfin le monitoring du processus. Donc je vois toutes les demandes qui ont été faites sur les 60 derniers jours. Je retrouve la demande qui concerne Joseph, qui a été commencée il y a 9 minutes. Je vois combien de temps il faut en moyenne pour traiter chacune des étapes qui composent le processus sur ces demandes-là. Si je clique sur un dossier en particulier, ça met à jour les statistiques et je vois le temps nécessaire pour ce workflow-là. Et puis je vois les étapes par lesquelles on est passé sur ce dossier. Si je clique sur une étape en particulier, je vois les statistiques de cette étape-là. Et je vois cette étape-là, en général, elle est faite par les personnes qui sont citées ici. On voit combien d'étapes ils ont traité et combien de temps il leur faut en moyenne pour traiter cette tâche-là. Donc ça, ce sont les statistiques de monitoring. C'est ce qu'on retrouve dans tous les... c'est ce qui va fonctionner avec tous les workflows que vous allez mettre en place. Et souvent, on va mettre en place du reporting sur les données métiers. Et donc là, je vois sur les mois passés combien il y a eu de demandes qui ont été faites pour du CDD, du CDI, de l'intérim, de l'alternance. Donc on voit qu'au mois de décembre, il y a eu 2 demandes qui concernent des CDI. Et puis en dessous, on voit la même chose, mais classée par service. Et donc au mois de décembre, il y a eu une demande pour le service juridique et une demande pour le service informatique. Si je veux voir ce qui s'est passé au mois de septembre, je clique ici. S'il n'y a que les contrats à durée quelque chose qui m'intéresse, j'enlève l'intérim et l'alternance et je les vois et ça rafraîchit en fait les données. Je peux aussi me connecter avec un profil un petit peu plus avancé. Donc je vais fermer toutes mes fenêtres. Je me connecte avec mon administrateur. Je vais sur la même page, enfin sur la même appli. Et comme je suis connecté avec un administrateur au sens métier du terme, j'ai un menu supplémentaire qui est le menu administration. Si je vais dans ce menu-là, qu'est-ce que je retrouve dans ce menu? Je retrouve la liste des contrats qui sont disponibles, la liste des services, qui est responsable du service. Et on voit qu'on avait choisi une arrivée pour le service informatique et donc c'est Nicolas qui devait faire la tâche. Donc je peux modifier ces choses-là. Je vois la liste des applications sur lesquelles on a le droit de donner des droits, la liste des personnes qui ont le droit de venir ici. J'ai ensuite les durées au-delà desquels il y a un email de rappel qui est envoyé. Donc si à partir de maintenant, je veux que ce soit plus 2 minutes, mais 5 minutes, je change le 2 en 5 et ça va être pris en compte tout de suite. Et c'est vraiment pris en compte tout de suite. Là, par exemple, je vais supprimer le contrat test. Je vais en créer un autre que je vais appeler webinar. Je l'enregistre. Et si on revient sur la page d'accueil et qu'on demande à faire une nouvelle demande, on va retrouver tout de suite dans la liste des contrats le contrat webinar qu'on vient de rajouter. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour l'utilisation de K2 d'un point de vue utilisateur final. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que vous avez vu, ça a été fait sans écrire une seule ligne de code et que ça a été mis en place en l'espace de 2 jours. Alors il y a des choses que vous n'avez pas vues, on n'a pas vu on n'a pas déroulé tout le processus. Il nous reste quelques étapes à faire tourner, mais vous en avez vu une bonne partie. Donc ce que je vous propose, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais prendre 5 minutes pour vous montrer la philosophie de conception des applications K2. Comment on fait pour mettre en place ces applications. Donc ici, j'ai chargé l'outil de conception de processus. J'ai ouvert le projet entrée des collaborateurs, donc on retrouve le même workflow que celui qu'on voyait dans le suivi graphique. Et si ici, je veux rajouter une nouvelle étape, dire qu'une fois que la demande elle a été saisie, je voudrais envoyer un email au demandeur pour lui dire ta demande a été enregistrée, elle a tel identifiant, tu peux cliquer ici pour y accéder, etc., etc. Donc je vais rajouter une nouvelle étape ici. Donc je dessine une activité, je lui donne un nom, donc je l'appelle notification. Je vais dire que cette activité-là, elle s'exécute à la place de celle-là, donc je prends le lien qui est là et je le dépose ici. Ensuite, je dessine un nouveau lien entre ces deux étapes.
Je repositionne tous mes liens pour faire quelque chose d'un petit peu rectiligne puisque ça peut être présenté à l'utilisateur final. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait ce qu'on appelle la macro-modélisation, donc c'est ce qui pourrait faire partie en fait de votre cahier des charges, c'est ce qu'on pourrait faire sur un tableau blanc ou dans des outils comme Visio par exemple. Après, je vais rajouter une dimension un petit peu technique. Donc moi, je voudrais envoyer un email. Donc je vais dans la liste des événements ici. Je retrouve tous les événements d'intégration K2 qui me permettent d'envoyer un email, d'appeler des sous-processus, d'appeler le serveur de connecteur, mes événements d'intégration avec SharePoint, avec DocuSign, etc., etc. Moi, je veux envoyer un email, donc je fais un simple glisser-déposer de cet événement-là dans mon activité. Ça rajoute une nouvelle ligne et ça me lance l'assistant qui va me guider dans le paramétrage de cet envoi de mail. Donc, vous voulez envoyer un email, très bien. Qui est l'auteur, qui est le destinataire, quelles sont les personnes en copie cachée, le sujet, les pièces jointes. Je retrouve tous les champs qui composent un email. Le champ from adresse ici, il est positionné en vert. Pourquoi? C'est parce que c'est un champ dit dynamique, donc c'est un champ dont K2 va évaluer la valeur lors de l'exécution. C'est un champ dit d'environnement dans notre cas, donc c'est un champ dont la valeur va changer quand on va passer d'un environnement de développement à un environnement de recette, puis un environnement de production. Qui va recevoir le mail? Je vais tout simplement cocher, c'est le demandeur. Et puis, quel est le sujet? Ça va être demande en cours de traitement. Je voudrais mettre l'identifiant de la demande, donc dans notre cas c'était 30 060. Je change de menu ici, je vais dans le workflow, enfin dans le contexte de mon workflow, je retrouve l'identifiant de l'instance de mon processus, je fais un glisser-déposer pour dire, donc dans notre cas, ça aurait écrit demande 30 060 en cours de traitement, dans le cas suivant 30 061, etc., etc. Puis sur la page suivante, quand je construis le corps de mon message en HTML, en plein texte. Je peux charger un template HTML pour retrouver des feuilles de style. Et puis après, je mets du texte que j'associe avec des données dynamiques. Donc bonjour, nom et prénom du demandeur. Votre demande donc d'entrée de collaborateur qui a été faite à telle date, qui a tel identifiant, qui concerne l'arrivée de telle personne. Donc je vais aller chercher ce qu'on appelle une donnée de référence. Donc je clique ici, je retrouve toutes les informations qu'il y a dans mon formulaire et je vais pouvoir dire je voudrais donc qui concerne Joseph D dans notre cas. Donc je mets le prénom, puis le nom ici. Et voilà comment je configure une intégration au niveau de K2. Donc je fais de l'association avec des données dynamiques qui sont les données vertes. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur terminer et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton de déployer pour que ce soit cette nouvelle version du workflow qui soit prise en compte. Donc voilà comment on met en place un process avec K2. Et pour la partie formulaire, on a un outil de conception qui est un outil client léger au sein duquel on peut créer des workflows. Donc c'est un autre outil qui permet de concevoir des applications, des process K2. On peut créer des formulaires, des vues et des smart objects. Alors à quoi ça correspond tout ça? Donc le smart object, c'est ce qui représente les données qui circulent au sein de nos interfaces. Le formulaire, c'est la page que l'utilisateur final va voir. Et la vue, en fait, c'est une partie de page. L'intérêt de la vue, c'est qu'une vue, c'est réutilisable. C'est-à-dire que pour toutes les parties de mon formulaire qui apparaissent dans plein de formulaires différents, je vais créer une vue et je vais dire j'utilise cette vue-là dans tel et tel et tel formulaire. Le jour où il y a une modification à faire, je la fais au niveau de la vue et ça va être pris en compte tout de suite dans chacun des formulaires qui l'utilisent. Donc là, je peux me déplacer sur les formulaires qui sont disponibles sur ma plateforme. Je retrouve mon application ressources humaines, entrée collaborateur, je vois les différents formulaires qui ont été mis en place, donc le formulaire de la page d'accueil, le formulaire de gestion des attributions de droits, d'administration, etc., etc. Et si je veux, je peux regarder les vues qui sont utilisées à l'intérieur de ce formulaire-là, et ensuite je peux décider de faire des modifications. Donc si je fais une modification sur le formulaire de la page d'accueil, je décide de cliquer sur édition, ça me charge le formulaire dans sa version existante. Donc on voit qu'il est composé
d'un ensemble de vues sur lesquelles je ne peux pas faire de modifications. Elles sont grisées, mais on retrouve presque la même chose que ce qu'on avait lors de l'exécution. Puis ensuite, je peux retrouver ce qu'on appelle des contrôles, et je vais pouvoir dire, par exemple, je voudrais faire apparaître entre ces deux vues-là un contrôle qui permet de saisir du texte. Donc je fais un glisser-déposer comme ça. Je vais pouvoir rajouter d'autres champs, des boutons radio, des champs pour mettre des notes, etc., etc. Un calendrier, pourquoi pas, enfin une saisie de date. Et puis une fois que j'ai fait ces modifs là, je peux les enregistrer. Et une fois que c'est enregistré, quand je reviens sur la page d'accueil de ma démonstration, je retrouve les modifs qu'on a faites avec les champs de saisie ici, le calendrier qui apparaît là, etc., etc. Et donc je vais pouvoir ensuite rajouter ce qu'on appelle de l'interaction, et je vais pouvoir dire par exemple à partir du moment où on a saisi du texte dans ce champ-là, donc pour ça je vais faire une règle, donc j'ajoute une règle sur le champ, donc j'ai sélectionné le champ, et je vais dire quand le contrôle a soulevé un événement, donc c'est le contrôle texte area, quand il a été modifié, sous certaines conditions, donc là je ne vais pas mettre de conditions, alors je choisis une action ici, donc je vais afficher un message à l'utilisateur. Donc je vais mettre bonjour, et puis je peux même mettre le texte qui a été saisi dans le contrôle, si je le souhaite, comme ça. Et puis je vais par exemple faire disparaître la vue du dessous. Donc je vais cacher une vue. Et puis la vue que je vais cacher, c'est la vue liste des tâches, qui est la vue qui est juste en dessous de mon contrôle. Je fais OK. J'enregistre. Je reviens sur ma page d'accueil. J'actualise la page. Ça recharge mon formulaire. On voit la liste des tâches qui est là, mon champ de saisie. Si je sélectionne je tape du texte dans mon champ de saisie et que je sors du champ de saisie, ça fait apparaître un message avec le texte qu'on a tapé dans le contrôle, et quand je vais cliquer sur OK, on va voir le champ worklist qui va disparaître normalement. Voilà. Donc voilà comment on met en place des formulaires avec K2. Donc tout se fait par glisser-déposer et par paramétrage de règles. Donc j'ai un tout petit peu dépassé. Ce que je vous propose, c'est de passer à une séance de questions-réponses si jamais vous avez des questions. En attendant les premières questions, donc Titanium qui est un partenaire privilégié de K2, et donc Thibaut qui représente Titanium qui a fait l'introduction, en fait accompagne nos clients sur la mise en place d'applications avec K2, et donc va aider nos clients à cadrer le besoin, donc à définir le besoin, et peut également, pour nos clients qui ne souhaitent pas le faire eux-mêmes, peut également réaliser les applications K2 pour vous. Exactement. Alors, j'ai une première question sur la gestion des versions. Donc comment ça se passe quand on publie une nouvelle version du workflow K2 après avoir fait des modifs. Alors en fait c'est assez simple, hein. Le comportement par défaut de K2, c'est tout dossier commencé sur une version de la modélisation termine sur la version sur laquelle il a commencé. Ça veut dire que si je publie une nouvelle version de K2, uniquement les nouvelles demandes vont tourner sur cette version-là. Et ça me permet
en fait, de faire des publications à chaud sans m'occuper de l'historique en fait de la demande, des demandes déjà existantes. C'est évidemment un principe qui est débrayable, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, publier une nouvelle version et dire que tous les dossiers qui sont en version N-1 ou N-2 passent sur cette nouvelle version, ce qui peut être pratique dans les cas où vous avez des cycles de vie assez longs de vos instances. Alors, j'ai une deuxième question sur comment fonctionne donc l'intégration avec SharePoint. Alors c'est vrai que sur ce webinaire, on ne s'est pas concentré sur les intégrations SharePoint. Alors il faut savoir que au niveau de le fonctionnement d'un point de vue technique, c'est K2 est une app qu'on va rajouter dans l'app catalogue de SharePoint et qui va permettre en fait de retrouver des fonctionnalités K2 directement dans SharePoint. Donc là, si, juste pour l'exemple, j'ai chargé un portail SharePoint et je retrouve dans ma liste, sur la page d'accueil, je retrouve ma liste des tâches K2. Ce que j'ai ici, en fait, c'est un formulaire. Sont des formulaires K2 présentés sous forme d'onglet. Donc, je vais pouvoir retrouver dans SharePoint du K2. Au-delà de ça, les connecteurs K2 pour SharePoint vont permettre aussi de consommer de la donnée SharePoint. Si vous avez une liste SharePoint, K2 va pouvoir aller requêter son contenu pour le présenter dans une liste déroulante, d'un formulaire. Quand vous attachez un document dans un formulaire K2, vous pouvez, avec le connecteur K2 pour SharePoint, dire ce document qui a été attaché, je voudrais que K2 le dépose dans telle bibliothèque SharePoint. Et puis, autre point d'intégration, K2 rajoute des fonctionnalités à SharePoint, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez déployé SharePoint sur votre collection de sites, vous retrouvez dans la partie, dans le bandeau d'administration de vos listes, un menu K2 qui va vous permettre en fait d'exposer les objets SharePoint dans K2 et donc aussi de surveiller des événements SharePoint et de dire je voudrais par exemple qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dépose un élément dans cette liste ou dans cette bibliothèque, je voudrais que ça lance un workflow K2 que je vais paramétrer et toutes les interfaces de configuration de K2 sont intégrées dans SharePoint et vous allez pouvoir créer vos formulaires, créer vos workflows pour vos objets SharePoint directement dans SharePoint. Et donc là, je vais créer une application. Je vais dire que je veux exposer le contenu de la liste, je veux remplacer les formulaires New, Edit et Display de la liste en question par des formulaires que je vais faire avec K2, et puis ensuite je veux mettre en place un workflow SharePoint qui va surveiller l'événement, un élément a été ajouté, on a fait du check-in sur l'élément, etc., etc. Je fais ça, et une fois que j'ai paramétré ça, quand je clique sur OK, ça va me charger en fait les interfaces de conception K2 directement dans SharePoint. Donc c'est très court hein, pour une présentation des intégrations entre K2 et SharePoint, mais on va retrouver toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées précédemment, mais accessibles directement depuis SharePoint. Et puis, il faut savoir que ça fonctionne avec n'importe quelle version de SharePoint à partir de la version 2010. Donc, avec SharePoint 2010, avec SharePoint 2013, avec SharePoint 2016, en version on-premise ou en version online. Et vous avez de l'ISO fonctionnalité, c'est-à-dire que tout ce qui fonctionne sur la version 2013 de SharePoint fonctionne à l'identique avec la version 2016, par exemple. Et autre point intéressant, c'est que K2, qui est indépendant de SharePoint, hein, dans le sens où vous pouvez avoir un serveur K2 qui fonctionne sans SharePoint. Hein. SharePoint n'est pas un prérequis au fonctionnement de K2. Ça vous permet, comme on a une architecture qui nous est propre, ça nous permet, si on le souhaite, d'être intégré avec plusieurs serveurs SharePoint. C'est-à-dire que on a des clients qui ont un serveur K2 qui communique à la fois avec leur serveur SharePoint on-premise et avec leur serveur SharePoint online. Et on peut avoir des comportements du genre
j'ai un workflow K2 qui se déclenche au dépôt d'un document dans une bibliothèque de mon SharePoint on-premise et qui, au final, va aller publier le document en question sur mon SharePoint online. Donc bon, c'est une question sur laquelle on peut, enfin en fait on a des, on fait des webinaires de temps en temps où on ne parle que des intégrations avec entre K2 et SharePoint. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations, parce que je vois il est déjà midi 23, n'hésitez pas à nous contacter. À nous poser vos questions par mail. Si vous voulez qu'on organise une démonstration de K2 dans vos locaux et prendre un petit peu plus de temps pour parler de tout ça, n'hésitez pas non plus. Il n'y a pas d'autres questions. Donc je vais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et je vais vous souhaiter donc un très bon appétit, une très bonne journée. Et ah oui, si, hop, on doit avoir les contacts. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les numéros de téléphone, email que vous apercevez sur le slide. Et donc, bien entendu, vous aurez une présentation avec tous les contacts Titanium, puisque là, ils ne sont pas dans cette version-là de la présentation. Genre. Ah, j'ai pas pris la dernière version, c'est ça? Non, tu n'as pas pris la bonne version. Bah, désolé. C'est pas grave. Bon, en tout cas, merci à toi, Jean. Merci à tout le monde d'avoir écouté cette présentation. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous prochainement. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée, au revoir. Au revoir.